Merci, messieurs. La parole est à Sabine Tillet pour le groupe Les Démocrates. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour vos présentations. On a quand même l'impression d'être un peu sur les sables mouvants en ce moment. La guerre, nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas tout à fait en paix non plus. Donc, les plaques tectoniques bougent. Plusieurs questions. Monsieur Gomard, vous avez dit dans votre dernier ouvrage, L'accélération de l'histoire, qu'on a une nécessité de préparation intellectuelle et matérielle face à la nouvelle conflictualité du monde. Et vous parlez d'une certaine incapacité pour les Européens à comprendre dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Je crois que la prise de conscience d'un réarmement matériel s'est fait, on l'a vu dans les statistiques, peut-être pas tout à fait satisfaisant, mais le réarmement intellectuel qui reste à faire quelque part pour aussi emmener nos concitoyens. On a des arbitrages budgétaires durs à faire, on doit se décider où on met le curseur. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment on peut le traduire concrètement ? Et Monsieur Moulny, vous avez beaucoup parlé donc de l'Union européenne, des dépenses, de la fragmentation, de la BITD. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau commissaire à la défense européen ? Est-ce qu'il a des marges de manœuvre, d'après vous ? Et parfois aussi, tous les deux, vous parlez de l'Europe de la défense. Est-ce que vous parlez de l'Union européenne ou de l'Europe au sens plus large quand vous parlez des Européens? Merci. Sur l'Europe de la défense, Madame la députée, merci pour vos questions. Je pense avoir précisé en répondant à la question précédente, c'est le pilier européen au sein de l'OTAN. Après, si on pense à l'Europe plus large, incluant la Russie, ce qui est une vision historique, et j'ai passé 20 ans de ma vie professionnelle à travailler sur les relations entre l'Union européenne et la Russie, bon, j'observe que la CPE, la Communauté politique européenne, s'est construite par opposition à la Russie. Donc je pense qu'on est dans un antagonisme de longue durée avec la Russie de Vladimir Poutine. Alors Vladimir Poutine n'est pas éternel. Donc il y aura toujours un moment ou un autre à traiter et la question russe et la question ukrainienne. Mais... Je pensais plutôt au Royaume-Uni. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, d'accord. Bah, en ce sens, l'OTAN, donc le Royaume-Uni, est évidemment un acteur essentiel de la sécurité européenne. Effectivement, bon, moi j'ai écrit par résultat d'une propre analyse sur la nécessité de réarmement matériel depuis plusieurs années. Non pas par fétichisme des 2% ou par sorte de militarisme masqué, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est une analyse que nous avons conduite à l'IFRI et d'ailleurs en écho aux travaux conduits aussi par l'IRIS, c'est d'observer le désarmement structurel des Européens depuis le début des années 70 et qui ne correspond pas à la trajectoire prise par les compétiteurs stratégiques qui réarment tous massivement depuis le 11 septembre 2001. Donc on est dans une situation de 2 générations de désarmement structurel en Europe face à des compétiteurs qui réarment depuis une génération. États-Unis, Chine en tête, mais également Russie, Arabie Saoudite, Algérie, Turquie, Indonésie, etc. Donc ça, c'est au fond peut-être la situation dans laquelle on est. C'est une manière de dire que nous sommes en train probablement de sortir d'une conception niaise de la mondialisation qui était la nôtre. Et je sais que vous êtes très attaché à la relation franco-allemande, que vous en êtes une des actrices principales sur le plan parlementaire. Il y a là un changement de pied, à mon avis, nécessaire de la part de l'Allemagne sur la compréhension, au fond, de la nouvelle situation. Ayant dit cela, je pense qu'il faut rappeler toujours que la plus grande force du projet européen depuis le traité de Rome, c'est que c'est un projet de paix. C'est-à-dire que c'est un projet qui a réussi à produire de la paix entre ses membres. Et c'est pas rien. Et c'est extrêmement précieux. Après, dans le réarmement intellectuel, effectivement, même si le terme est peut-être peut choquer certains, j'insiste néanmoins sur ce terme de réarmement intellectuel, je pense que pour les Européens, il y a 3 erreurs qui ont été commises, si vous voulez, sur un plan intellectuel. Ils sont pris de vitesse, c'est-à-dire que quand on lit ce que les Européens, la manière dont les Européens se voient à travers la stratégie de Lisbonne et la situation où nous en sommes aujourd'hui, il y a quand même
un décalage très important. Je pense que dans les erreurs, il y a 3 erreurs. La première, c'est d'avoir, au fond, sous-investi sur notre défense et notre sécurité, et que ce sont des choses qui ne se récupèrent jamais en période de crise aiguë comme celle que nous traversons. Et donc là, nous sommes victimes de nos propres choix budgétaires. La deuxième raison, c'est que nous avons cru que l'ensemble du monde voulait vivre comme nous, et ce n'est pas vrai. Et la troisième chose, c'est aussi de penser que nous étions un isolat protégé du fracas du monde. Voilà. Et en réalité, la guerre d'Ukraine nous renvoie à une situation historique, à des situations historiques que nous avions connues, mais partiellement oubliées, qui est la guerre de très haute intensité sur notre territoire. Sur les dépenses militaires, les États-Unis ont quand même diminué leurs dépenses dans la décennie 90, avant le 11 septembre, et durant le premier mandat Obama. C'est après uniquement que ça a commencé à remonter. Donc eux aussi, à un moment, ont réduit leur budget de défense. Sur les questions Europe de la défense, oui. Là, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Il ne faut pas opposer Union européenne et OTAN. Il ne faut pas oublier que nos capacités, elles sont nationales et qu'on va les utiliser soit dans l'OTAN, soit dans l'Union européenne. Donc, à partir de ce moment-là, la sécurité collective, on a décidé que c'était l'OTAN. C'est dans le traité, de Lisbonne pour les pays qui sont membres de l'OTAN. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que la France soit extrêmement présente dans l'OTAN. Il faut qu'elle soit active. Il faut que ce soit un moteur. Mais j'ai envie de dire un moteur européen dans l'OTAN. Et tout ça n'est absolument pas contradictoire avec tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Il faut bien savoir qu'au niveau de l'Union européenne, vous avez des outils qui n'existent pas à l'OTAN. Vous avez un budget. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Enfin, si, il y a un budget OTAN, on pourrait en parler d'ailleurs. Mais bon, vous n'avez pas de budget en tant que tel. Vous avez un budget défense au niveau de l'Union européenne. Vous avez la capacité de légiférer, notamment sur toutes les questions d'industrie de défense. Et ça, c'est des outils, et c'est des outils en faveur des Européens, dans l'Europe, et si nécessaire, ça peut être utile également dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Donc c'est un atout qu'on a au niveau de l'Union européenne. Par rapport à ce qui va se passer avec la nouvelle Commission, c'est un peu difficile de vous répondre parce que là, il faut comprendre, il faut aller vite, voilà. Il faut comprendre que vous avez à la fois une présidente de commission et puis des commissaires. Et vous savez, il n'y a pas toujours unité entre les commissaires. Donc ce qui est sûr, c'est que le centre de gravité, effectivement, comme l'a dit Thomas, c'est décalé vers les pays baltes, c'est sûr. Moi, c'est pas que ça me soucie, mais je trouve que le fait d'avoir réduit finalement le commissaire à un commissaire à la défense, alors on peut se dire que c'est une très bonne chose d'avoir la défense, sauf que la défense, aujourd'hui, c'est pas que la défense. Et ce qu'avait dans ses mains Thierry Breton, c'est-à-dire le numérique, toutes les questions de chips, de dépendance stratégique, etc., et l'industrie en général, c'était extrêmement utile, parce que vous avez de plus en plus une très grande transversalité sur les questions stratégiques. Donc ça, je ne trouve pas que ça soit une excellente chose, à la fois pour ces questions-là et pour la France. Pardon. Merci beaucoup. La parole